À l'aube, ça sent le mou de raisin aigre, la cire rance et la laine mouillée. Sur une longue table, un parchemin est étalé, avec une planche en dessous, pour que le couteau n'abîme pas le plateau. Dans un brasero en fer, des charbons couvants. À côté, un bol d'eau et d'herbe sert à ramollir la plume. Dans la pièce, on entend le bruissement de l'émery, utilisé pour affûter les plumes, et le cliquetis de la presse, qui extrait l'excès d'huile des seaux. Des personnes en cape attendent près de la porte. L'une d'elles est venue régler un différend concernant les limites d'un vignoble. Une autre a apporté un contrat de mariage relié par une lanière avec la liste des tissus, de l'argent et des parts dans le moulin. Au-dessus de nos têtes, dans les chambres à l'étage, on gratte délicatement les cordes et on discute d'honneur, de grâce et de modération. En bas, on appose des sceaux sous les noms et on trace des limites. Deux pièces d'une même maison, deux pouvoirs différents sur le corps et le destin, et entre elles, un escalier par lequel montent les rumeurs et descendent les décisions. Bonjour à tous les spectateurs, je suis ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous regardez cette émission afin de créer une carte interactive de notre conversation. Je vous souhaite une écoute sereine mais attentive. Ce ne sont pas des légendes qui vous attendent, mais des papiers, des statuts et la manière dont la poésie a tenté de contester le notaire. Aliénor d'Aquitaine était habituée aux deux étages, au tapis, où les mots étaient encadrés d'or, et aux tables, où les mots se transformaient en obligations. Son nom est associé aux chansons et à la protection des bonnes manières, mais ce ne sont pas les rimes qui ont marqué son époque, mais les liasses de documents, les chartes municipales, les lettres de droit et de liberté, les registres des rachats, les livres des vassaux avec leurs obligations, les actes notariés sur les mariages, les dots et les parts de veuves, tout cela constituait le véritable nerf du pouvoir. La mémoire de la cour a conservé l'image d'élégants tribunaux d'amour, où des dames mûres et de nobles chevaliers, respectant un protocole strict, examinaient les litiges concernant la faveur et rendaient des décisions en faveur de la fidélité et de la modération. Les archives ont conservé le souvenir des tribunaux ecclésiastiques et royaux, où des adultes demandaient l'annulation de mariages consanguins, réclamaient le paiement de la dot, se disputaient le droit de garde d'un héritier et se partageaient les revenus d'un moulin. Entre ces deux versions du monde se trouve notre thème, la poésie contre le notaire, le mythe des tribunaux de l'amour contre l'ordre réel qui régissait la terre, le corps et le nom. Les jeux de cour n'étaient mais pas vides de sens. Ils enseignaient à parler une langue dans laquelle le désir et la peur étaient bêtes pesées sur la balance du statut et de l'habitude. Ce jeu fonctionnait comme un code vestimentaire de comportement. Comment s'approcher? Comment reculer? Comment sauver la face là où le monde attend de vous de beaux gestes? Mais ces exercices ne touchaient pas au nœud principal. À qui appartient la terre? Qui percevra la rente? Qui a le droit de disposer des biens après la mort? Qui est reconnu comme légitime selon le canon? Qui paie une pénalité pour une fiançaille rompue? Là où se décidait le sort des maisons et des hommes, on ne faisait pas appel à des chanteurs, mais à des scribes et à des juges, d'où le premier revirement invisible à l'œil nu. Les tribunaux de l'amour créaient un capital symbolique, mais ne déterminaient pas le droit de propriété. La rhétorique pouvait ennoblir le discours, mais ne se transformait pas en procès verbal avec des montants d'amende, des délais de paiement et une liste de garants. Lorsque, dans la biographie précoce d'Aliénor, la justice ecclésiastique a rompu le lien matrimonial en raison du degré de parenté, l'affaire a été tranchée, non pas sur le tapis des paraboles courtoises, mais dans le cadre strict du canon. On y comptait les branches de parenté, on vérifiait les dates des serments et des consentements, on recevait des témoignages, et le résultat était une formule d'invalidité de l'union. Cette décision n'avait rien de beau, mais elle avait du poids, avec le droit de se remarier, les terres, les revenus
et la tutelle étaient transférées. La rupture ne libérait pas un cœur abstrait, elle transférait les contours juridiques du pouvoir. Le mythe, qui promettait le jugement sage d'une certaine cour du cœur, se dissolvait dans un texte latin aride où l'histoire personnelle se transformait en fait administratif ayant des conséquences pour plusieurs territoires. C'est là que se produit le premier revirement préparé. Ce n'était pas une conversation courtoise, mais un calcul canonique qui décidait du sort des adultes, de leur terre et de leur nom. Vient ensuite l'ordre du notaire. Dans les régions où le droit romain était encore très présent, les contrats de mariage sont devenus une assurance courante contre les aléas du destin. Les hommes et les femmes adultes consignaient sur parchemin ce qui composait la dot: argent, vaisselle, tissus, objets précieux, parfois une part du vignoble, la location d'un potager ou une partie des revenus du moulin. Ils y stipulaient également les conditions de restitution de la dot en cas de dissolution de l'union, les délais, les garants et le montant de la part de la veuve. Les témoins, parfois des voisins ou des collègues de travail, signaient les documents, leur présence conférant publicité et force à la future action en justice. C'est ainsi qu'on se protégeait contre les aléas de la vie. Maladie, accident de la route, querelle familiale, tout cela pouvait frapper le foyer, et seul un document officiel scellé offrait un soutien. La poésie demandait la clémence comme un signe d'honneur. La formule notariale traduisait la clémence en pourcentage, en inventaire et en responsabilité. Le deuxième tournant préparé montre l'action des femmes adultes des classes supérieures et moyennes. Les cadres rigides n'ont pas disparu, mais la dot et la part de veuve, fixées par un notaire, sont devenus des leviers. Une femme pouvait exiger la restitution de ses biens, percevoir des revenus sur ses parts dans les limites fixées par les statuts, intenter une action en justice pour fraude de la part de la famille de son mari, désigner un tuteur en l'absence d'héritier masculin direct. Ces mesures semblaient là modestes, mais elles fonctionnaient comme de minuscules îlots de pouvoir où ce n'était ni la pitié ni la chanson qui décidaient, mais le cachet et la signature. C'est pourquoi les modifications apportées aux statuts municipaux, qui précisaient les sanctions pour faux, gages de mauvaise qualité et caution fictive, concernaient chaque famille. Elles ne changeaient pas le ton des conversations à la cour, mais la répartition du pouvoir dans la vie quotidienne. La vie parallèle à la maison était difficile et physique. Les ménages comptaient le sel, l'huile et les bougies, payaient pour une place au cimetière, collectaient des fonds pour racheter les prisonniers, achetaient du cuir, du fer et des animaux de bât pour les chariots, réparaient la route menant au pont pour éviter que les roues ne s'enfoncent dans la boue collante. Les adultes étaient terrassés par la fièvre. Les épidémies de peste n'étaient pas encore devenues un fléau massif à cette époque, mais les infections sanguines, les rhumes, la tuberculose et les blessures après les tournois rendaient le calendrier des funérailles très chargé. On allait au bain, non pas pour le luxe, mais pour se réchauffer le dos, soulager les courbatures et se laver de la saleté qui attirait les maladies. Dans cette prose crue de la vie, la grâce et la douceur restaient une exigence de l'étiquette, mais pas une loi de survie. Lorsque le conte de fées de la miséricorde entrait en conflit avec la réalité, ce n'était pas un compliment élégant qui décidait, mais la quantité de grains dans le grenier et la capacité de payer le loyer à temps. À mesure que le pouvoir royal se renforçait, les juridictions se divisaient en branches distinctes. Les crimes contre la paix et la domination étaient jugés par les tribunaux royaux. Les mariages, les liens de parenté et la légalité des unions étaient jugés par les tribunaux ecclésiastiques. Les biens, les dettes et les limites foncières étaient jugés par les tribunaux seigneuriaux et municipaux. C'est ainsi qu'est apparue une carte permettant de savoir où s'adresser en cas de problème. Ce que les récits ultérieurs ont appelé les « tribunaux de l'amour » restait un jeu privé de statut social,
utile comme école de rhétorique, mais insignifiant à côté des pouvoirs de l'archidiacre, du juge royal ou du consulat municipal. Les courtisans pouvaient simuler des procès comme une gymnastique mentale, mais sans enregistrement notarié ni reconnaissance par le tribunal, cette gymnastique restait sans effet. Ce n'est pas un hasard si la mémoire retient avec ténacité l'or des tapis et non la suit au-dessus du brasero en dessous, où les montants et les garants étaient inscrits dans les marges entre les lignes. Le troisième tournant est lié à l'origine même de la légende. Les cas de figure sur la loyauté et la concession ressemblaient à des exercices scolaires de rhétorique qui entraînaient la capacité de raisonner sans le fouet et l'épée, classer un acte, le comparer à la norme, rechercher la mesure. Cela donnait aux nobles un langage commun et un code de contrôle doux, ne pas punir, mais raisonner, ne pas s'approprier les biens, mais classer les comportements dans des catégories compréhensibles. Mais ces exercices ne figuraient pas dans les registres municipaux des amendes et ne modifiaient pas l'ordre de succession. Ils laissaient une empreinte sur les manières et le discours, sans toucher à l'équilibre du pouvoir sur la terre, le corps et le nom. Et là où l'équilibre exigeait de la détermination, d'autres mécanismes entraient en jeu. La tutelle, la caution, le serment, le gage et l'action en justice. Les horreurs de ce siècle ne se manifestaient pas par des cris retentissants, mais par un bruit de fond sourd. Les adultes mouraient de fièvre et d'infection, les artisans se cassaient les mains et le dos en rentrant des foires sur les routes jonchées de pierres, les femmes perdaient leur sang et leur force après l'accouchement. Les hommes mouraient dans des affrontements et à la chasse. Les abus de pouvoir étaient consignés dans de brèves notes. Quelque part, on avait augmenté les droits de passage sur le pont, obligeant les gens à traverser à gué. Ailleurs, on avait imposé le bon tissu, ruinant les boutiques. Ailleurs encore, on avait pris la tutelle pour s'approprier les revenus du domaine sous prétexte de protéger l'héritier. Les documents ne décrivaient pas les détails de la souffrance, mais en montraient les conséquences. La chute des cours, la fuite des gens vers un autre seigneur, les épidémies dues à l'exiguïté et à l'humidité, les famines hivernales. Dans cette réalité, l'idéal de clémence était important comme masque de dignité, mais c'était le document qui déterminait le sort. Entre-temps, la technique notariale s'affinait. Les actes distinguaient les donations de son vivant, et les dispositions en faveur du salut de l'âme après la mort confirmaient les droits de la veuve à vivre dans la maison de son mari, fixaient les conditions de renonciation à une partie des biens en faveur d'institutions religieuses en échange d'une commémoration, prescrivaient l'ordre de la tutelle lorsque l'héritier était adulte mais inexpérimenté et avait besoin de l'aide d'un aîné. Les églises, les monastères et les confréries sont devenus des acteurs importants du marché, et la question n'était plus de savoir si c'était beau, mais à qui reviendraient les revenus. Dans la pratique, cela signifiait qu'en une génération, la carte de l'influence changeait. La terre n'aimait pas le vide et trouvait toujours un nouveau propriétaire avec un sceau. Si l'on regarde de bas en haut, de l'étal et de la cour vers les appartements, on comprend mieux pourquoi le mythe a survécu. Il est plus facile de croire qu'il existe quelque part une salle où la justice est rendue par des personnes mûres et nobles que de se rappeler que la justice était mesurée à l'aune de la terre, de la liste des tissus, du montant de la dot et des serments des témoins. Entre ce désir et le registre vivait Aliénor, la maîtresse des symboles, qui était en même temps un maillon dans une longue chaîne d'affaires, de sceaux et de tutelles. Son siècle lui avait appris une chose: l'élégance peut sauver une personne, mais elle ne sauvera pas un domaine et ne protégera pas une veuve si elle n'a pas de papier. Le chemin se poursuivra sans interruption, de la salle de poésie à la table, où la plume laisse des traces, du bureau à la chambre à coucher, où l'on compte les bougies, de la chambre à coucher à la salle, où les adultes prêtent serment et paient des amendes. Ci-dessous, une analyse détaillée de 3 points clés:
comment les tableaux de parenté de l'Église ont redessiné les alliances et transféré avec les personnes un ensemble de droits, comment la culture notariale du Sud a transformé la dot et la part de la veuve en instruments de pression, comment les jeux de cour ont dissimulé l'économie du corps et de la terre. L'histoire avancera d'un seul trait, sans résumé ni répétition, car à cette époque, la vie ne se divisait pas non plus en chapitres, elle se déroulait simplement comme cet escalier entre la chambre supérieure avec ses champs et la chambre inférieure avec ses sceaux. La suite, juste après, dans le même souffle de papier. L'escalier mène vers le bas, vers la table où chaque trait de plume se transforme en destin. Dans les appartements supérieurs, on continue à perfectionner les manières, mais ici, on veille à ce que les mots ne s'effritent pas comme du calcaire mouillé. L'union annulée d'Aliénor est consacrée comme un fait avéré. Le degré de parenté est reconnu comme interdit, les serments sont considérés comme nuls, et avec le dénouement du nœud, les terres, les revenus et la tutelle sont transférés. Cette décision ne concerne pas la beauté, mais le contour du pouvoir. Une femme adulte avec un titre et un héritage sort du mariage et emporte avec elle tout un ensemble de droits, et c'est pourquoi chacun de ces mouvements suivants fait l'objet d'une surveillance attentive. C'est ainsi que fonctionne le canon. Il ne guérit pas les cœurs brisés, il redessine la carte. Sur cette carte, les terres aquitaines ne se dissolvent pas dans les chansons. Elles exigent de nouveaux traités, de nouveaux serments, de nouveaux sceaux. Plus les couloirs murmurent fort des détails de la grâce, plus il devient clair que la grâce est rare et que l'ordre est une routine quotidienne dont dépendent le pain, les gardes au pont et les revenus de la roue du moulin. Dans les villes du Sud, où le souvenir des formules romaines était fort, les notaires enregistraient les mariages d'adultes comme des transactions avec des obligations précises. La dot était énumérée de manière détaillée. Tissus, récipients, ustensiles, argent, parfois des parts dans un vignoble ou la location d'un potager, parfois le droit à une partie des frais de mouture. Le document stipulait les conditions de restitution en cas de dissolution de l'union, indiquait la durée et énumérait les garants. Une ligne distincte fixait la part de la veuve, logement dans la maison, parcelle pour le revenu, partie de la future récolte. Ces enregistrements ne protégeaient pas la tendresse, mais la survie. Les maladies accidentelles brisaient les plus forts. Les agressions sur les routes transformaient les voyages en risques. Les guerres brèves mettaient fin à la vie, non pas de manière héroïque, mais de façon sordide et soudaine. C'est pourquoi la signature sur le parchemin n'était pas une déclaration lyrique, mais une armure. Les jeux de cour enseignaient à parler avec dignité. La pratique notariale enseignait à ne pas se retrouver pauvre et sans abri après la mort d'autrui. Le mythe des tribunaux de l'amour semble, dans ce contexte, être une illusion de salon. Oui, dans les salles, on entendait des anecdotes sur la fidélité, la concession et la mesure. Oui, de nobles hommes et femmes adultes s'exerçaient à raisonner, comparant les actes à la norme, cherchant l'équilibre entre le désir et le devoir. Ce langage donnait un code de proximité et d'éloignement, prescrivait quand un geste devait être doux et quand il devait être solennellement réservé. Mais le contour du pouvoir réel se trouvait ailleurs, dans la curie ecclésiastique, dans la chambre royale, dans le consulat municipal. C'est là que le tableau canonique de parenté a décidé du sort d'Aliénor. C'est là aussi que l'on décidait du sort des maisons artisanales lorsque l'on discutait du gage, de la caution ou de la détention illégale du coffre de la veuve. Dans les registres des amendes, les statuts des marchés, les listes de droits de douane, on ne trouve aucune mention de grâce accordée par charité, mais on peut facilement voir le montant des pénalités pour rupture de fiançailles, la procédure de convocation des témoins et les délais de comparution des parties. Les tribunaux de l'amour ne disparaissent pas, ils reprennent leur place, celle d'une école de bonne manière
et non d'une instance judiciaire. Le premier tournant se révèle dans les détails de l'arithmétique canonique. Jusqu'au IVe concile du Latran, l'interdiction de parenté était largement répandue et s'étendait à de nombreux degrés, puis le cercle a été réduit à des lignes plus étroites. Le changement des règles donnait aux affaires passées une autre logique, mais le droit ne revenait pas sur les décisions prises. Cela créait le nerf de l'époque. Les gens vivaient sous un réseau de normes changeantes, où ce qui était acceptable hier devenait douteux, et l'interdiction d'hier devenait modérée. Sur ce nerf, des rumeurs se sont répandues au sujet de merveilleuses procédures judiciaires où des dames sages auraient rétabli la justice. Le papier répondait autrement. Il consignait la manière dont les unions étaient remodelées, qui obtenaient la garde, comment les revenus étaient redistribués. Et à chaque fois, le registre sec l'emportait sur les belles histoires. Le deuxième tournant se manifeste dans la texture des formules notariales. Les actes de donation fixaient non seulement la liste des biens, mais aussi les modalités de leur restitution, à qui, dans quel ordre, sous le serment de qui, en présence de quel témoin. Dans certains endroits, on ajoutait une clause concernant la sécurité de la veuve, logement, chauffage, bougies, partie des réserves. Dans d'autres, on précisait que les biens de la femme ne pouvaient être mis en gage sans son consentement, à moins que le mari ne fournisse une garantie équivalente. Il ne s'agit pas d'idéaux abstraits, mais de petits leviers grâce auxquels une femme adulte pouvait obtenir le droit de vote. Les chartes municipales prévoyaient des sanctions pour falsification, menace à un témoin, dissimulation de biens mobiliers après le décès du mari. Ces lignes semblaient ennuyeuses, mais c'est elles qui empêchaient la maison de s'effondrer lorsque la vie était dure et froide. Le troisième tournant concerne la fabrique du mythe elle-même. Les débats académiques s'accordent sur le fait que les décisions concernant l'amour qui circulait dans les cours ressemblaient à des cas scolaires. Proposer un cas, le classer, en tirer une morale. C'est ainsi qu'on apprenait à l'élite à parler sans couteau. C'est ainsi qu'on donnait forme à des sentiments arbitraires en les transformant en sujets de conversation contrôlables. Cet instrument de contrôle doux était utile à la cour, où chaque geste devenait facilement une politique. Mais cet instrument ne pouvait pas franchir le cap de l'imprimerie. C'est pourquoi, lorsque la légende tente de retirer au notaire le droit d'avoir le dernier mot, elle perd sur tous les plans. Elle n'a pas de registre, pas de délai, pas de montant, pas de garant. Elle a une éducation. Le notaire a des destins. Au niveau de la vie quotidienne, cette opposition semblait sourde et banale. Les murs humides provoquaient la toux. Les bains soulageaient les courbatures, mais ne soignaient pas les inflammations cachées. Les artisans tombaient des échafaudages et se cassaient le dos. Les femmes adultes étaient épuisées après l'accouchement et ne pouvaient pas se lever. Les hommes revenaient des foires avec de la fièvre et tremblaient dans leur lit jusqu'à ce que leur respiration se calme. Les abus de pouvoir étaient consignés comme des faits ayant des conséquences. Les droits de pont exorbitants poussaient les gens à traverser à gué où leur charrette était de voler. Le tissu correct imposé ruinait les boutiques. La tutelle interceptée permettait de confisquer les revenus du domaine dans l'intérêt de l'héritier. Les documents ne savouraient pas la douleur, mais montraient le résultat: maison fermée, terrain vendu, déplacement vers un autre seigneur, rue déserte. Dans ce contexte, les discussions sur la clémence ressemblaient à un beau rideau suspendu au-dessus de la porte du couloir du tribunal. Plus loin, la lignée d'Aliénor rencontre celle de la Nouvelle Alliance, et ce ne sont pas les couplets qui décident, mais les conditions, qui garantit la sécurité du voyage, qui est responsable de la dot, quelle ville accorde le droit de passage, qui imprime la charte, afin que personne n'ose contester le choix adulte d'une femme titrée. La mémoire de la Cour a conservé la légèreté de ce changement. Les archives ont conservé la tension autour des biens, les risques d'enlèvement sur la route, la chaîne des garanties. Ces risques
reflète particulièrement bien la réalité de l'époque. La beauté du geste a toujours été surveillée par ceux qui détenaient les clés des coffres. Ces mêmes personnes payaient les gardes sur les ponts et notaient le nombre de bougies allumées chaque année lors des offices pour le salut de l'âme du donateur. La beauté vivait dans la pièce voisine de la comptabilité. Pour voir comment le mythe et le document se sont définitivement séparés, il suffit d'observer ce qu'ont vécu les villes sous le pouvoir d'une couronne forte. Les chambres de la justice royale, qui avaient pris de l'ampleur, ont retiré aux seigneurs une partie des litiges. Les tribunaux ecclésiastiques ont conservé les mariages et les liens de parenté. Les consulats municipaux ont renforcé le recouvrement des dettes et des gages. Les chansons n'ont pas disparu, mais sont devenues un accompagnement, comme la musique pendant les repas. Sur scène, il ne restait plus que des adultes prenant des décisions sous serment et sous peine d'amende. C'est dans ce monde que la duchesse est devenue la maîtresse des symboles, sans céder au notaire le droit à la parole, mais en lui cédant le droit à l'issue. Et ce n'est pas une défaite de l'élégance, mais sa place réelle. Embellir l'ordre établi par ceux qui écrivent, comptent et conservent les sceaux. Les marches sont polies, jusqu'à devenir lisses, et ceux qui les empruntent ne portent pas de fleurs, mais des parchemins. Ce qu'on appelle la lutte de la langue pour l'issue se poursuit. La courtoisie de la cour fonctionne comme un lubrifiant dans les relations, mais ce ne sont pas les formules qui font tourner les rouages, mais les formules. Les listes de devoirs et de tutelles fixent la vie adulte sans fioriture. Lorsqu'un homme endetté meurt, ses proches et ses créanciers tentent de s'emparer de la part de la veuve, et c'est alors que les serments, les cautions et les mentions, stipulant que les biens de la femme sont protégés en tant que dotaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un nantissement arbitraire, entrent en jeu. Si cette protection n'est pas stipulée, la maison est mise à sac, les coffres, les tissus et l'argenterie sont emportés, et ce n'est qu'ensuite que l'on autorise à laisser à la veuve une maigre aumône sous forme de logement et de nourriture. Ce n'est pas de l'aide, mais un reste. À cet endroit, on remarque particulièrement à quel point le mot « grâce » sonne de manière destructrice lorsque le papier n'est pas du côté des faibles. Et comme le ton change rapidement si le contrat mentionne les noms des témoins, s'il stipule le logement, le chauffage et une partie de la future récolte. Les garants répondent alors de leur portefeuille et la conversation sur la miséricorde se transforme en conversation sur la violation des conditions avec des pénalités et des délais de comparution. Dans un tel système, les détenteurs de droits sont tenus de respecter la lettre. Les nobles, les marchands, les chapitres et les prieurs négocient par le biais de gages, d'écritures de troc et de testaments. On y découvre que le corps est un nœud économique. Le mariage permet de conserver les routes et les revenus. Le veuvage garantit l'accès aux locaux et aux réserves. La tutelle guide la main adulte mais inexpérimentée de l'héritier. Chacune de ces situations nécessite des documents écrits. C'est pourquoi la demande augmente pour ceux qui savent transformer un serment oral en une formule ayant des conséquences. Le bureau du notaire devient le seuil visible entre le désir et la réalité. Et c'est précisément vers ce bureau que se dirigent ceux qui, hier encore, s'exerçaient à des cas de figure sur la douceur et la modération. Désormais, la modération cesse d'être une métaphore et devient une norme de retenue inscrite dans les statuts, ne pas toucher aux biens de la veuve avant la fin de l'inventaire, ne pas emmener les enfants dans une autre maison sans l'accord du tribunal des tutelles, ne pas conserver les clés des coffres en l'absence du légitime administrateur. Du même côté, on voit l'économie parallèle du pouvoir. Les abus ne disparaissent pas, mais sont décrits comme un fait social. Certains imposent l'achat du bon tissu avant le mariage, d'autres prélèvent des droits de douane élevés sur le pont, d'autres encore, sous couvert de tutelle, perçoivent les revenus du domaine comme s'ils leur appartenaient. Le journal répond à cela non pas par une affiche, mais par des détails concrets.
le montant de l'amende, la procédure de remboursement, la liste des garants. La vie, coincée entre le froid, la misère et la violence domestique, s'accroche à ces lignes, car elles sont la seule chose qui rappelle la justice, non pas celle qui se dit, mais celle qui est fixée par un cachet. Le mythe du tribunal du cœur perd ici définitivement tout son sens. Ces décisions sont belles, mais elles ne font pas partir le percepteur, ne donnent pas les clés du cellier, ne lèvent pas la tutelle, ne rendent pas la dot. Les routes désertes et les foires bondées ajoutent de nouveaux risques à ce tableau. Les voyages vers le lieu du mariage et le retour sont dangereux, non pas à cause d'une liaison amoureuse, mais à cause des roues cassées, des ponts en mauvais état et des gens qui vivent de pillage. C'est pourquoi les contrats de mariage des adultes comportent une série de conditions spécifiques pour la sécurité du trajet. Qui fournit l'escorte, qui paie les hommes armés, qui est responsable de l'hébergement dans une cour fortifiée si les risques météorologiques et humains sont trop élevés. Dans la salle de la cour, on discute de la subtilité du geste. Chez le notaire, on précise qui indemnisera les dommages si des bijoux ou des tissus sont perdus en chemin. C'est dans cette précision aride que réside le véritable souci de l'honneur. Non pas dans les mots, mais dans la préservation des biens, sans lesquels l'honneur devient un son vide de sens. Pendant ce temps, les structures de pouvoir entrelacées se développent. Les chambres royales traitent les affaires pénales et les litiges relatifs à la violation de la paix. Les tribunaux ecclésiastiques s'occupent des mariages, des liens de parenté et des vœux. Les consulats municipaux règlent les dettes, les gages et les litiges matériels. Les tribunaux seigneuriaux ne veulent pas perdre leurs anciens privilèges et conservent une partie de leur juridiction sur leurs terres. Cette complexité engendre l'habitude de vivre selon différentes portes. Pour l'héritage, il faut aller à un endroit, pour la tutelle, à un autre, pour le recouvrement des dettes, à un troisième. Les gens apprennent à être des juristes à la mesure de leur peur. Et c'est précisément pour cette raison que la pratique palatiale des procédures morales, aussi brillante soit-elle, reste à proximité, mais à l'écart, à proximité, mais sans avoir le dernier mot. Son rôle est de maintenir un langage de courtoisie et de réconciliation, d'apaiser les conflits avant qu'ils ne deviennent officiels. Dès qu'ils deviennent officiels, les discussions cèdent la place à la formule. Au fil des ans, la gloire mystérieuse des tribunaux de l'amour s'amplifie à force d'être racontée. Il est plus agréable à l'oreille d'entendre l'histoire d'une dame sage qui a réconcilié des orgueilleux que le récit d'une veuve qui a obtenu la restitution de ses coffres et de ses clés. Il est plus facile de se souvenir d'un cas de grâce difficile que d'une formule ennuyeuse sur les garants et les délais. Cependant, c'est précisément l'ennui qui sauve la maison de la désintégration. Le résultat le plus sobre de cette confrontation est sans éclat. Là où le papier est fort, le mythe est utile en tant que manière, mais pas en tant que loi. Là où le papier est faible, le mythe s'élève et recouvre le ciel d'un magnifique paravent, tandis que sous les pieds, la terre gèle et ne sent pas le romarin, mais l'argile, le marc de raisin et la cire rance. Et dans cette odeur, dans ces traces d'émeurie sur les plumes et de suie sur les doigts, on lit la véritable géographie du pouvoir qu'Aliénor a appris à utiliser mieux que beaucoup d'autres, le signe et le symbole en haut, la formule et le sceau en bas, et entre les deux, cet escalier même par lequel les rumeurs montent et les décisions descendent depuis des siècles. Plus bas, dans les profondeurs de la maison, où ça sent la pierre humide et la cire rance, les lignes du jeu privé et du droit public se rejoignent. Ce qu'on considère comme une subtile question d'honneur se poursuit, mais les actes en révèlent la structure. Qui doit quoi, à quelles conditions, devant quel témoin et dans quel délai. Une veuve adulte issue d'une famille de vassaux exige la restitution de coffres contenant des tissus et de l'argent. La famille de son mari retient les biens sous prétexte de protéger les intérêts de l'héritier, et c'est alors qu'entrent en jeu
les formules relatives aux biens d'auto, la liste des biens point par point et la clause de résidence. On voit ici comment le papier transforme la pitié en obligation. Il ne s'agit pas de faire preuve de clémence, mais de restituer selon l'enregistrement. Si les garants ne s'acquittent pas de leur obligation, ils sont condamnés à une amende, et s'ils cachent des objets, ils sont contraints de payer sur leurs propres revenus. C'est ainsi que fonctionne cette couche de la société où la beauté du geste est appréciée, mais où l'issue n'est pas déterminée par la harpe, mais par la liste des témoins. Et c'est là que le rôle des incidents de cour devient compréhensible. Ils habituent la langue à la modération, mais ne remplacent pas la justice royale, le tribunal ecclésiastique et le consulat municipal. Parallèlement, il existe une ligne de contrôle plus discrète. Les statuts des marchés prescrivent la quantité de tissu et les prix. Les ateliers formulent des serments sur la qualité des marchandises. Les confréries établissent des règles d'entraide et d'enterrement. Et les monastères acceptent les testaments en échange de commémorations. Dans ce réseau de règles, le mythe du jugement du cœur perd de son importance, tandis que des choses aussi ennuyeuses que la clé du cellier, le droit à un banc et l'ordre interne de la tutelle prennent de l'importance. La pression politique est désignée de manière sèche. Les seigneurs imposent des droits de douane, la ville se bat pour le droit de les percevoir elle-même, la cour royale attire les litiges dans son orbite. Le code subtil de la cour est en effet utile. Il réduit l'intensité des conflits sur les tapis et dans les salons, mais là où commence le litige foncier, il n'est que le prélude à l'enregistrement chez le notaire. C'est là que se révèle la partie la plus délicate de la légende. Les lettres et les poèmes élégants n'avaient pas force de loi, mais servaient de lettres de recommandation, adoucissant le chemin vers ceux qui détenaient le sceau. La poésie restait une recommandation, la formule notariale, une porte. Le rapprochement final des deux chambres se fait sans fanfare. Aliénor conserve un avantage symbolique. Elle protège la langue, distribue des marques de grâce, rassemble autour d'elle des adultes capables de vivre selon les règles subtiles de la proximité et de la distance. Mais l'issue à long terme est déterminée par ceux qui écrivent et conservent les documents. La curie ecclésiastique décide de la parenté et de la légalité du mariage. Les chambres royales décident de la paix et de la violation de la paix. Les mairies décident des dettes, des gages et des litiges matériels. Les trois nœuds préparés ont abouti à une seule conclusion. Le canon a rompu les unions personnelles et transféré avec l'homme un ensemble de terres. Les formules notariales ont donné aux femmes des leviers étroits mais réels grâce à la dot et à la part de veuve, et les incidents de cour se sont avérés être une école de bonne manière plutôt qu'une instance. Le résultat découlait des décisions humaines. Les adultes choisissaient de se tourner vers les actes plutôt que vers les harpes. Les garants décidaient de ne pas couvrir le mensonge. Les juges résistaient à la pression des clans. Les citadins obtenaient des chartes où la grâce était remplacée par la procédure. Là où le papier tenait bon, la maison survivait, les enfants entraient dans l'héritage, les veuves restaient dans leur logement. Là où le papier se déchirait, le mythe comblait le vide, et sous lui, le grain, les bougies et les clés s'évanouissaient rapidement. C'est pourquoi le souvenir de la duchesse dans cette histoire est double, maîtresse des symboles et figure dans un long registre d'affaires. L'escalier entre le haut et le bas reste la métaphore principale de son époque. En haut, les signes raffinés, en bas, les sceaux et les inventaires. Au milieu, les gens qui, comme nous, choisissent comment mesurer la justice. Le mythe appelle à la salle, où le cœur décide. Le document mène à la table où l'on compte les délais et les témoins. Le résultat est clair et sobre. La poésie apprend à parler sans colère ni humiliation. Le notaire garantit qu'il y aura un endroit où dormir et de quoi payer demain. C'est dans cette division du travail que réside l'ordre fragile qui a survécu aux chansons, aux maisons et à Aliénor elle-même.